après on fasse plutôt une discussion plutôt que m'interrompre non-stop, mais encore une fois, bien sûr, interactivité possible. Donc, on va aborder ce gros pavé qui est l'hypertension artérielle pulmonaire de l'enfant, en se basant bien sûr sur le versant réagir cardiaque. Ah, pourquoi je peux pas avancer là? Oh, ça commence bien. Bon. Là encore, on va être obligé de passer par un bref rappel embryologique sur la circulation fœtale ensuite et l'adaptation postnatale de la circulation. On va faire un petit point sur la circulation de fond de temps qui a quelques petites particularités quand même. Ensuite, on abordera les différentes causes d'hypertension pulmonaire, les données récentes de la recherche, là où on en est, et les traitements auxquels on a accès aujourd'hui et j'espère bien plus demain. Donc, le poumon, il provient de l'évagination de l'entoblaste. Très précocement, vous voyez, dès J22, on a déjà un bourgeon primitif qui va très vite donner naissance à un bourgeon droit, un bourgeon gauche. Et dès J30, il y a déjà cette notion de latéralisation, c'est-à-dire que on sait qu'à gauche, on aura 2 lobes, à droite 3 lobes, puisque le cœur vient prendre de la place au niveau du thorax gauche. Donc, vous voyez que tout ça, comme je disais tout à l'heure, hein, la formation du cœur et la formation des poumons est tout à fait synchrone. Et on a cette latéralisation très précocement pendant la vie utérine. Donc, ce fameux bourgeon, là, je suis sur mes 3 futurs lobes du poumon droit et on a, comme je disais tout à l'heure, ces cellules pluripotentes qui vont très vite se différencier. Et au fur et à mesure que ces cellules, qui proviennent donc de l'entoblaste primitif, qui vont être des futures cellules, des futurs pneumocytes, hein, des cellules bronchiques, eh bien, ces fameuses cellules vont se différencier au fur et à mesure qu'elles vont glisser dans le tissu de soutien et les cellules mésenchymateuses vont se différencier. Il va y avoir des fibroblastes qui vont apparaître, il va y avoir les cellules bronchiques et surtout ces cellules mésenchymateuses, au contact de la cellule bronchique, elles vont se différencier en cellules vasculaires, c'est-à-dire que la cellule bronchique, elle sait qu'elle va avoir besoin de vaisseaux pour ses futurs échanges alvéolo-capillaires, si bien qu'au fur et à mesure qu'elle progresse et dans ce tissu de soutien, eh bien, le poumon va se former de façon tout à fait synchrone sur son versant respiratoire et sur son versant vasculaire. Et pour que cette différenciation se fasse correctement, eh bien, il y a plein d'hormones, de protéines de différenciation, de protéines de croissance, de facteurs de croissance. Le taux d'oxygène joue un rôle aussi très déterminant dans la formation du poumon. Et ces cellules mésenchymateuses, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, les cellules mésenchymateuses, elles jouent un rôle dans la différenciation. Et lorsqu'on retire les cellules mésenchymateuses, eh bien, on va avoir une croissance du poumon, mais on va avoir des espèces de tubes respiratoires qui ne subiront pas de division. Or, la division dichotomique, elle est capitale à la formation de l'arbre pulmonaire. Donc, sans cellules mésenchymateuses, eh bien, la différenciation et la division dichotomique ne se fera pas. Le développement pulmonaire, donc là, je vous ai montré, c'est un schéma qui vous montre les différents stades de développement embryonnaire. Dans les stades, on parle du stade embryonnaire entre 4 et 7 semaines de gestation, le stade pseudoglandulaire entre 5 et 17 semaines, le stade canaliculaire jusqu'à 26 semaines. Et vous savez bien que ça, c'est un terme très pointu dans la mesure où c'est à partir de ce terme-là qu'un prémat va pouvoir survivre ou non. Et vous voyez quand même qu'entre ces 16 semaines de stade canaliculaire où il n'y a pas vraiment d'alvéole, l'alvéolarisation, elle ne va apparaître qu'à partir de 24 semaines, mais elle va vraiment se différencier et maturer entre 24 et 36 semaines. Donc il est très important, cette phase-là intra-utérine est capitale dans la maturation du poumon et on se rend bien compte maintenant qu'avec ces grands prématurés qui certes survivent, mais à quel prix en termes de fonction pulmonaire et en termes de différenciation vasculaire, parce que ces grands prématurés ont très souvent de la bronchodysplasie
avec l'hypertension pulmonaire qui va avec, par défaut de maturation certes alvéolaire, mais également vasculaire. Donc, les vaisseaux, eh bien, ils subissent aussi cette maturation au fur et à mesure de cette croissance intra-utérine, et il est capital de rester in utero le plus longtemps possible si on veut avoir un poumon et des vaisseaux parfaitement matures. Donc, le poumon est loin d'être terminé à la naissance. Donc, comme je vous le disais, il y a ces stades embryonnaires, pseudoglandulaires, canaliculaires et alvéolaires, mais à la naissance, on va avoir une maturation tant vasculaire qu'alvéolaire, et c'est vraiment sur cette maturation qu'on va se baser pour notre suivi et notre traitement chez ces grands prématurés ou les patients qui ont eu une hernie diaphragmatique avec un net retentissement sur le développement pulmonaire, eh bien, il est très important, et on le verra dans cette hypertension associée aux pathologies respiratoires chroniques, de ne jamais perdre de vue que cette maturation alvéolaire et vasculaire se poursuit en postnatal et qu'il faut donner toutes les chances à cette maturation de pouvoir se faire, et ça, c'est notre rôle à nous de médecins, de bien acter et de bien œuvrer pour que cette maturation ne soit pas bloquée par une mauvaise prise en charge néonatale. Et malheureusement, les grands prématurés, on est très 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 loin du compte dans la prise en charge néonatale de ces enfants, et il est très important que les néonatologistes en soient conscients, et on essaye de bien prévenir et de bien communiquer sur le sujet, mais on est encore très très loin des objectifs que l'on cherche à obtenir. Donc, ce développement pulmonaire in utero capital, mais bien sûr ex utero également. Et on sait que le poumon, il se forme avec toute cette embryogénèse qu'on vient d'évoquer, mais on sait aussi que les facteurs extra-pulmonaires et extracardiaques peuvent influer. Et c'est comme ça que si on a un tout petit thorax par anomalie squelettique, eh bien, on va avoir un retentissement bien sûr sur la qualité du poumon. Si on a une hernie diaphragmatique importante, eh bien, toute la partie abdominale qui va prendre la place du poumon va empêcher ce développement pulmonaire. La paroschisis ou les omphalocèles vont aussi avoir un impact. La quantité de liquide au niveau du thorax joue également un rôle important en cas d'oligoamnios ou d'hydramnios. On peut aussi avoir un net retentissement sur le développement pulmonaire. Ça, on vient de l'évoquer. Donc, le poumon, c'est pourquoi le poumon, il va être mature et fonctionnel si et seulement si on a bien notre développement synchrone de l'arbre aérien et vasculaire, grâce à toutes ces molécules qu'on est loin encore d'avoir bien analysées, mais on sait qu'il y a plein de facteurs de croissance et de facteurs de protéines de signalisation qui sont identifiés dans toute cette formation du poumon, et on sait que la matrice extracellulaire aussi joue un rôle important. Alors, le rappel sur la circulation fœtale, je suppose que vous l'avez déjà eu, mais l'enseignement est une répétition permanente, et plus on répète et plus ça s'imprègne et ça s'imprime. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'oxygénation provient du placenta. Cette oxygénation placentaire amène le sang oxygéné au niveau de l'oreillette droite et non de l'oreillette gauche. Donc, le débit pulmonaire est inutile, in utero, puisque ce n'est pas la circulation pulmonaire qui va permettre l'oxygénation de nos tissus. Donc, le placenta amène l'oxygène au niveau de l'oreillette droite. Une faible partie du sang, un tiers environ, va traverser le foramen ovale pour gagner l'aorte ascendante, et les 2 tiers vont passer dans le ventricule droit, puis le tronc de l'artère pulmonaire. Et là, quand elles atteignent le tronc de l'artère pulmonaire, elles ont 2 chemins possibles, soit les artères pulmonaires qui ont des résistances très élevées, soit le canal artériel qui est soumis aux résistances systémiques basses. Donc le sang, ça tombe très bien, au lieu d'aller vers les artères pulmonaires où ça servirait à rien du tout, ça va aller dans le canal artériel pour rejoindre l'aorte descendante. Donc un tiers du débit gagne l'aorte ascendante par le biais du foramen ovale, et 2 tiers l'aorte descendante par le biais du canal artériel. Et comme je vous le disais, la zone ischmique est finalement la zone qui reçoit le moins de sang in utero, et c'est la raison pour laquelle toute perturbation hémodynamique du cœur gauche
in utero va avoir un retentissement immédiat sur la zone ischmique, responsable éventuellement de coarctation postnatale, à la fermeture du canal artériel. À la naissance, qu'est-ce qui se passe? L'enfant respire, l'oxygène est un puissant vasodilatateur, ça va ouvrir nos artères pulmonaires, le sang va revenir à l'oreillette gauche puisque le débit pulmonaire se met en place. L'augmentation de sang dans l'oreillette gauche va entraîner une augmentation des pressions dans l'oreillette gauche qui vont venir fermer notre membrane du foramen ovale, notre valvule de vieux sens, résidu de notre septum primum, qui va venir ici se plaquer contre la cloison interauriculaire et permettre au sang d'être complètement séparé, cœur droit, cœur gauche, et circulation en série. Donc le débit pulmonaire, vous comprenez bien qu'in utero, il est extrêmement faible, 10 à 20%, et dès la naissance, il doit atteindre 100% du débit. Donc il faut impérativement que cette circulation pulmonaire, elle subisse une modification majeure et instantanée. Dès qu'on va couper le cordon, on impose au débit pulmonaire d'augmenter de façon drastique. Donc cette adaptation postnatale de la circulation pulmonaire à la vie extra-utérine est un élément très important qui va expliquer beaucoup de la physiologie périnatale en termes d'infection, en termes de cardiopathie s'il y en a une, ou de défaut de maturation, comme on peut l'observer dans l'hypertension persistante du nouveau-né. Donc, la circulation pulmonaire périnatale, on a de façon extrêmement brutale une baisse des résistances vasculaires pulmonaires, une augmentation du débit pulmonaire et une baisse des pressions. Et cette circulation pulmonaire, elle se prépare à la vie extra-utérine dès les quelques semaines de fin de terme. On commence à avoir une baisse des résistances vasculaires pulmonaires in utero entre 1 mois et 15 jours avant la naissance. Donc à la naissance, le débit passe de 10 à 20% à 100% du débit total grâce à une baisse drastique des résistances vasculaires pulmonaires dès les premières heures de vie et à une restructuration du lit vasculaire pulmonaire avec des modifications morphologiques et fonctionnelles par l'implication de facteurs biologiques et biochimiques que l'on va détailler. Donc en gros, la circulation pulmonaire, eh bien, au fur et à mesure que l'on part de la proximité du poumon, des artères proximales vers les artères distales, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on s'éloigne du il va y avoir de moins en moins de muscles au niveau des artérioles pulmonaires. Les artérioles proximales, elles ont besoin d'être musclées parce qu'elles vont s'adapter au débit. Quand on fait un effort, on doit augmenter notre débit. Quand on arrête notre effort, on doit diminuer notre débit. Donc, il faut qu'il y ait une part de réactivité musculaire pour s'adapter aux variations de débit. Mais en revanche, les artérioles extrêmement distales qui sont au contact des alvéoles, elles ne doivent en aucun cas être musclées pour que les échanges alvéolo-capillaires puissent se faire correctement. Et cette quantité de muscles, eh bien, elle va déterminer la réactivité vasculaire pulmonaire. Et autant un bébé qui naît à la naissance va avoir des artérioles musclées, en quelques semaines, quelques jours ou quelques semaines, les artères pulmonaires vont se démuscler en périphérie. Et on comprend bien que si ces artères ne se démusclent pas, eh bien, tout stimulus, toute infection, toute anomalie quelconque va entraîner une hyperréactivité de ces artères. Et si vous regardez la structure histologique de cette artériole pulmonaire d'un nouveau-né, vous voyez que les artères, l'artère est composée d'une couche intimale ici, l'endothélium, ce sont ces cellules violettes qui sont saillantes dans la lumière parce que cette artériole n'est pas encore adaptée à la vie extra-utérine. On a une limitante élastique qu'on voit en rose un petit peu fragmentée comme ceci, et tout autour, on a les cellules musculaires lisses. Vous voyez que ces noyaux oblongs comme ça, allongés, ce sont les cellules musculaires lisses qui s'enroulent autour du vaisseau.
Et on comprend bien que c'est comme un espèce de boa constrictor, on comprend bien que ces artérioles, eh bien, une toute petite contraction va entraîner une augmentation de la réactivité, une augmentation de pression de ces artérioles pulmonaires avec les risques de crise d'hypertension pulmonaire que l'on voit en chirurgie cardiaque, parfois dans le post-opératoire. Et on comprend bien que lorsque les artérioles sont très musclées comme ceci, eh bien une simple aspiration ou une infection va se compliquer d'un accès d'hypertension pulmonaire chez ces enfants. Donc, quelle est la définition de l'hypertension artérielle pulmonaire? La définition, c'est une pression mesurée par un capteur dans l'artère pulmonaire au-delà de 20 mm de mercure, selon la nouvelle définition de OMS de l'hypertension pulmonaire qui a été établie lors de l'avant-dernier congrès mondial d'hypertension pulmonaire, le dernier ayant eu lieu cet été à Barcelone, le précédent c'était à Nice, et il avait été décidé que d'abaisser le seuil de définition de l'hypertension pulmonaire de 25 à 20 mm de mercure de pression moyenne. Alors, comment est-ce qu'on mesure cette pression? Donc, la pression artérielle pulmonaire moyenne se calcule lors du cathétérisme avec la différence de pression entre l'entrée et la sortie du poumon, donc PAP moyenne moins POG moyenne, est égal au, vous vous souvenez de la formule de Poiseuille, hein, delta P égale R fois Q, donc PAP moyenne moins POG est égal à résistance vasculaire pulmonaire multipliée par le débit pulmonaire. Donc on mesure le débit, on mesure les pressions, on en détermine les résistances en sachant que les résistances vasculaires pulmonaires dépendent de la viscosité sanguine, de la longueur du vaisseau et sont inversement proportionnelles au rayon à la puissance 4. Si je reviens en arrière sur mon artériole, vous comprenez bien qu'un diamètre comme celui-ci ou un diamètre comme celui-là, eh bien, les résistances vasculaires pulmonaires ne vont pas du tout être les mêmes. Et c'est ce qui se passe à la naissance. Ces artérioles s'ouvrent pour faire baisser les résistances vasculaires pulmonaires qui sont inversement proportionnelles au rayon élevé à la puissance 4. Donc, une très faible variation de diamètre d'un vaisseau va s'accompagner d'une forte modification des résistances. Alors, la classification de l'hypertension pulmonaire, comme je vous le disais, donc, qui a été revisitée un petit peu à Barcelone en 2024, ça n'a pas encore été publié, mais il y a eu des petits ajustements, mais globalement, la classification de l'hypertension pulmonaire, elle repose sur cette définition qu'on peut contester, mais en gros, il est très important lorsqu'on parle d'hypertension pulmonaire que tout le monde ait le même langage et il faut donc bien connaître les différentes classes d'hypertension pulmonaire. Il y a 5 grands groupes. Le groupe 1, qui a proprement parlé celui pour lequel on parle d'hypertension artérielle pulmonaire, sous-entendu atteinte des artérioles pulmonaires, par opposition aux autres groupes qui ne portent pas le nom d'hypertension artérielle pulmonaire, mais d'hypertension pulmonaire. Donc, lorsque vous ne savez pas quelle est la cause de l'hypertension pulmonaire, vous ne devez pas parler d'hypertension artérielle pulmonaire, mais d'hypertension pulmonaire. Ça n'est que lorsqu'on a fait le bilan étiologique et qu'on sait dans quelle catégorie qu'on est, qu'on va utiliser et réserver le stade d'hypertension artérielle pulmonaire à toutes ces catégories qui sont affichées sur cette diapositive. Et nous, en cardiopathie congénitale, on est le plus souvent confronté à l'hypertension artérielle pulmonaire, puisque l'hypertension qui complique les shunts intracardiaques, c'est une hypertension artérielle pulmonaire par atteinte des artérioles pulmonaires. Sinon, lorsqu'on n'a pas d'étiologie retrouvée, eh bien, on parle d'HTAP idiopathique. L'HTAP héritable, c'est celle pour laquelle on a découvert un gène dans l'HTAP héritable ou familial. Les hypertensions artérielles pulmonaires iatrogènes ou par toxiques. Celles associées, donc soit aux cardiopathies congénitales, soit à l'hypertension portale, soit aux maladies de système, notamment le lupus et la sclérodermie. L'hypertension artérielle persistante du nouveau-né, elle est classifiée ici parce que on a décidé de l'inclure à l'HTAP, bien que ça ne soit qu'un retard de maturation, mais malgré tout, on se dit que ces enfants qui ont un retard de maturation à la vie extra-utérine, le plus souvent parce qu'il y a eu une infection méconiale ou parce qu'il y a eu une infection materno-fétale, eh bien,
On va finir, maintenant qu'on suit de façon longitudinale ces enfants, et là récemment, on a un enfant qu'on vient d'admettre à Necker avec une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, mais il se trouve que cet enfant a eu une hypertension persistante du nouveau-né, donc peut-être que cette catégorie de patients ne doit pas en tout cas échapper à la surveillance et à un suivi longitudinal. Les maladies, la dysplasie alvéolo-capillaire et la maladie véno-occlusive entrent également dans cette catégorie de groupe d'HTAP. Et on a créé le groupe de ceux qui répondent aux inhibiteurs calciques. C'est un tout petit groupe, mais ce groupe, visiblement, est à part. Ce n'est pas une HTAP comme les autres. Donc, elle a été identifiée comme un groupe à part à l'avant-dernier congrès. Donc ça, l'HTAP, c'est exclusivement l'hypertension pulmonaire du groupe 1. L'hypertension pulmonaire du groupe 2, c'est l'hypertension qui est secondaire à une élévation de pression dans l'oreillette gauche et dans les veines pulmonaires. Donc, tout ce qui est augmentation des pressions de remplissage du ventricule gauche ou augmentation de la pression dans l'oreillette gauche parce qu'il y a une pathologie mitrale ou un retour veineux pulmonaire anormal total bloqué ou une sténose des veines pulmonaires, il va obligatoirement y avoir un retentissement d'amont parce que s'il y a une élévation des pressions dans les veines pulmonaires, il y aura obligatoirement une élévation de pression dans les capillaires pulmonaires et donc obligatoirement une élévation de pression dans l'artère pulmonaire. Mais il ne s'agit pas d'une pathologie de l'artère pulmonaire. C'est parce que notre tuyau entre artère pulmonaire et oreillette gauche, qui est un tuyau continu sans valve, eh bien, si ce tuyau est bouché au bout parce que les pressions de remplissage sont élevées, il va obligatoirement y avoir un retentissement d'amont. Donc, c'est de l'hypertension dite passive. C'est parce que les pressions sont élevées dans les veines que ça retentit dans l'artère pulmonaire, mais ça n'est pas une maladie de l'artère pulmonaire. L'hypertension du groupe 3, ce sont les hypertensions associées aux pathologies respiratoires. Et en pédiatrie, ce sont, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, les bronchodysplasies des grands prématurés, les hernies diaphragmatiques, les fibroses pulmonaires, les bronchopathies chroniques, toute pathologie respiratoire avec une hypoxie va pouvoir avoir un retentissement, non pas là encore par une atteinte des artères pulmonaires, mais c'est parce qu'il y a une hypoxie que ces artérioles un peu musclées vont se vasoconstricter et être responsables d'une élévation des pressions pulmonaires. L'hypertension du groupe 4, ce sont les hypertensions associées aux embolies pulmonaires. C'est extrêmement rare chez l'enfant, beaucoup plus fréquent chez l'adulte. Et chez l'enfant, probablement que l'embolie pulmonaire existe, mais elle est sous-estimée et elle est infraclinique. Quand on regarde les biopsies pulmonaires, on trouve des petites thrombis sans que l'enfant ait eu une symptomatologie d'embolie pulmonaire. Donc peut-être que ce groupe existe, mais qu'on ne sait pas bien le détecter. Et le groupe 5, c'est ce qui n'est pas 1, 2, 3, 4. S'il y a des questions sur les groupes, hein, vous me dites, mais bon, ça c'est une définition, une classification qui a été… Juste pourquoi vous classez la MVO du coup dans l'HTAP, parce que c'est une maladie veineuse, de ce que je comprends, c'est une maladie veineuse occlusive, et du coup pourquoi c'est dans l'HTAP et pas dans l'HTP du coup, si on Parce suit, qu'en fait, ouais, c'est une très bonne remarque. C'est parce que c'est pas vraiment une sténose des veines pulmonaires. La maladie véno-occlusive, c'est vraiment de la fibrose intimale dans les vénules extrêmement distales intraparenchymateuses. Et c'est un diagnostic tellement compliqué et tellement fait par exclusion en fait. Hein. Bien souvent, la maladie véno-occlusive, on a beau voir les biopsies pulmonaires, on ne va pas faire le diagnostic forcément d'emblée. Et c'est quand on va récupérer la génétique qui nous dit ah bah oui, il y a le gène de la maladie véno-occlusive qu'on va retourner voir les biopsies. En fait, les artérioles sont très malades aussi. Hein. Elles sont très malades. Il y a une vraie maladie des artérioles. Mais en plus, il y a une espèce de fibrose qui s'étend dans le lit capillaire et dans les vénules pulmonaires. Donc ça s'appelle maladie véno-occlusive, mais c'est en fait une maladie des artères et des veines. C'est une maladie de tout le lit artériolaire et capillaire et veineux. Merci. Alors chez l'enfant, les causes d'hypertension pulmonaire, donc comme on l'a dit, l'hypertension persistante du nouveau-né, c'est juste quelque chose de transitoire. On l'a quand même mis dans la classification pour ne pas perdre de vue et ne pas oublier que cet enfant a eu cette particularité à la naissance, mais dans l'immense majorité des cas,
c'est une pathologie qui va régresser en 3-4 jours et on n'en entendra plus jamais parler et l'enfant aura une vie strictement normale. Donc c'est juste un retard de maturation de la circulation pulmonaire que je vous ai détaillé tout à l'heure. Et ce retard de maturation, on met l'enfant, comment ça se manifeste? C'est une cyanose réfractaire, on fait l'écho, il n'y a pas de retour veineux pulmonaire anormal total, il n'y a pas de cardiopathie, il y a juste un shunt droite-gauche parce que les pressions pulmonaires et les résistances sont encore élevées. On met cet enfant en unité de soins néonate, en réa, un peu de NO, éventuellement on l'oxygène correctement, on a peut-être besoin d'un petit peu plus que du NO parfois, mais globalement, en 3-4 jours, l'affaire est réglée. Et si l'affaire n'est pas réglée en 3-4 jours, c'est que ça n'est pas une hypertension persistante du nouveau-né. Autre grande cause d'hypertension pulmonaire, artérielle pulmonaire chez l'enfant, ce sont les cardiopathies congénitales avec un shunt, en sachant que chez le nouveau-né, le shunt ne va pas s'exprimer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les pressions sont élevées in utero, élevées à la naissance. Donc, quand un enfant a une large CIB à la naissance, comme les pressions pulmonaires sont élevées, il ne va pas y avoir ni de signe clinique, ni de souffle à l'auscultation. Ça n'est qu'en différé, lorsque les résistances vasculaires pulmonaires vont baisser en postnatal, que le shunt va apparaître, donc vers l'âge de 2-3 semaines de vie en général. Donc ça, c'est l'HTAP de l'enfant. Il peut aussi y avoir des hypertensions pulmonaires du groupe 2 chez le nouveau-né ou chez l'enfant par anomalie du retour veineux pulmonaire. Et lorsqu'on a un retour veineux pulmonaire anormal total bloqué, eh bien, on a une hypertension pulmonaire isosystémique avec un enfant qui va très mal s'il est bloqué, qui a une cyanose réfractaire, et quand vous faites l'écho, vous voyez qu'il y a une CIA qui va chanter en droite-gauche, et vous allez, bien sûr, parce que vous savez que c'est votre hantise, le RBPA, rechercher les veines pulmonaires, et vous n'allez pas retrouver de veines pulmonaires à l'oreillette gauche, et donc soupçonner le diagnostic de RBPA. En sachant que c'est un diagnostic, comme je le disais tout à l'heure dans le précédent cours, c'est un diagnostic très difficile à faire, et on s'est tous fait avoir, et même dans les grands temples de cardiopédiatrie, des grands seniors ont pu passer à côté de retours veineux pulmonaires anormaux. Donc ça, il faut y penser tout le temps. Et quand vous avez dit qu'il n'y a pas de RBPA et que l'enfant ne s'améliore pas, vous retournez faire l'écho et vous vous assurez qu'il n'y a vraiment pas de RBPA. Hypoxémie par atteinte pulmonaire, donc c'est le groupe 3. Ça aussi, on voit de plus en plus chez l'enfant. Maintenant, ça fait partie, quasiment 20% de nos cohortes d'hypertension pulmonaire sont des hypertensions du groupe 3. Et lorsqu'on n'a trouvé aucune explication, eh bien, on retient le diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique. Alors, chez le nouveau-né, comme je vous l'ai dit, l'urgence, c'est éliminer le RBPA. L'hypertension persistante du nouveau-né, c'est 6 pour 1000 naissances, donc c'est quand même pas du tout négligeable. Avant l'ère du NO, il y avait 50% de mortalité dans ce groupe d'enfants. Aujourd'hui, plus aucun enfant ne meurt d'hypertension persistante du nouveau-né. Comme je vous le disais, on sait le diagnostiquer assez vite, on met vite l'enfant en réa, on lui met une bonne ventilation et on traite par des vasodilatateurs et ça se résout très vite. Cardiopathie congénitale, eh bien, la révélation, comme je vous l'ai dit, elle est retardée par rapport à la naissance et ça n'est qu'après la naissance qu'on va voir apparaître. Et là, faites attention, toujours pareil, les règles de déontologie. Ce sont des enfants qui vont manifester leur shunt que vers l'âge de 3 semaines, 15 jours ou 3 semaines à 1 mois. Et quand les pédiatres voient ces enfants et qu'on fait un diagnostic de CIV et qu'on explique aux parents que la CIV, elle est présente dès la naissance, les parents, bien souvent, ne comprennent pas qu'on fasse un diagnostic si retardé. Donc, il faut faire très attention. C'est normal que le diagnostic soit retardé parce que les signes cliniques n'apparaissent que lorsque les résistances vasculaires pulmonaires vont baisser et non pas parce que le pédiatre qui a vu l'enfant en maternité n'était pas compétent et n'a pas fait le diagnostic. Donc, l'hypertension retardée, ce retard de maturation, c'est en fait un certain temps pour que cette artériole musclée devienne une artériole mature. Donc, encore une fois, 2-3 jours d'oxygène et de NO suffisent pour normaliser ces artérioles. Et si ça n'est pas le cas, c'est que le diagnostic n'est pas le bon. Donc, pourquoi est-ce qu'on a une hypertension pulmonaire? Soit parce qu'il y a trop de sang qui arrive dans le poumon, c'est le shunt gauche-droite.
c'est l'HTAP, parce que c'est au niveau de l'artère que le problème se situe, soit parce qu'il y a un obstacle à la sortie du poumon, tout ce qui va élever les pressions dans nos veines pulmonaires va obligatoirement retentir sur les capillaires et sur l'artère pulmonaire. Pourquoi? Eh bien parce qu'en systole, le ventricule, il éjecte dans l'artère pulmonaire, mais en diastole, la valve pulmonaire est fermée et on va avoir un continuum entre l'AP, les capillaires, les veines pulmonaires, on est en diastole, l'oreillette gauche, on est en diastole, donc la mitrale est ouverte, et les pressions de remplissage du ventricule gauche. Donc tout ce qui va élever mes pressions de remplissage du ventricule gauche, qu'il s'agisse d'une hypertrophie ventriculaire gauche, d'une sténose aortique, d'une coarctation, d'une myocardiopathie hypertrophique ou d'une anomalie mitrale qui va augmenter ma pression dans mon oreillette gauche ou d'une anomalie des veines pulmonaires, et bien tout ce qui va élever mes pressions dans mes veines pulmonaires va obligatoirement retentir sur mon artère pulmonaire. Est-ce que c'est bien compris ça? Parce que ça, c'est quelque chose de très important. C'est ce que nous, cardiologues, on appelle HTAP post-capillaire par opposition à l'HTAP pré-capillaire. Mais notre définition HTAP pré-capillaire et post-capillaire était un peu prêtée à confusion dans certains groupes, et c'est la raison pour laquelle les pneumologues, qui sont ceux qui se sont occupés d'hypertension pulmonaire et qui ont beaucoup publié sur le sujet, eh bien, eux, ils ne comprenaient pas trop ce concept de pré-capillaire, post-capillaire, et du coup, on a réservé le terme de HTAP à tout ce qui était précapillaire. Donc, l'hypertension du groupe 2, je veux que vous compreniez qu'en aucun cas les artères pulmonaires ne sont malades, ça n'est qu'un retentissement d'amont de ce blocage-là. Donc, c'est bloqué, ça retentit sur l'artère pulmonaire, donc les pressions dans l'artère pulmonaire, elles augmentent, bien sûr, elles sont élevées, mais mes artères pulmonaires, elles sont musclées parce que les pressions sont élevées, mais elles ne sont pas malades. L'endothélium, lui, est préservé. L'endothélium est préservé. Donc, comme ça n'est pas une maladie de l'artère pulmonaire, quand je vais traiter la cause de cette hypertension pulmonaire du groupe 2, en quelques semaines, mes artères pulmonaires vont se normaliser et mes pressions pulmonaires vont donc baisser à un niveau normal. Ça, c'est très important de comprendre qu'il n'y a jamais de lésion fixée au niveau des artérioles pulmonaires de patients qui ont une hypertension pulmonaire du groupe 2. En revanche, vous voyez que les artères sont musclées, donc ce sont des patients qui, lorsque vous allez les opérer d'un RVPA bloqué ou d'une sténose mitrale extrêmement sévère, eh bien, ils vont pouvoir faire des crises d'HTAP dans le post-opératoire puisqu'ils ont des artérioles très musclées. En revanche, vous savez que ça va être réversible, vous savez que ce sont des patients potentiellement à risque de faire des crises d'HTAP, donc vous allez tout faire pour les traiter efficacement dès qu'ils vont avoir une hyperréactivité vasculaire pulmonaire. Il faut avoir toujours ça en tête. Ceux qui vont mourir dans le post-opératoire d'HTAP d'une sténose mitrale extrêmement sévère, c'est parce qu'on n'aura pas anticipé, qu'on n'aura pas compris que ces artérioles-là étaient très musclées et on n'aura pas donné les drogues qu'il fallait pour passer le cap de ces crises d'HTAP post-opératoire, d'HTP, pardon, post-opératoire. Alors, l'hypertension artérielle pulmonaire par atteinte autonome du lit vasculaire pulmonaire, eh bien, c'est l'HTAP par chaîne gauche-droite chez l'enfant et l'HTAP idiopathique. En sachant que l'HTAP idiopathique, c'est un diagnostic d'élimination. Vous avez fait tout le bilan étiologique, vous êtes sûr que ça n'est ni une hypertension par atteinte du cœur gauche, ni une pathologie respiratoire chronique, ni une pathologie post-embolique, ni une maladie de système, et vous vous êtes assuré qu'il n'y avait pas de fistule porte-au-cas, vous avez fait une écho hépatique et tout le bilan revient normal et vous dites, ben voilà, il y a une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, on va faire les tests génétiques au cas où on trouverait une anomalie génétique, mais malheureusement, il n'y a pas d'explication et quand il n'y a pas d'explication, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement efficace.
Parce que si on n'a pas de cause et qu'en plus on ne sait pas du tout quelle est la physiopathe de cette atteinte de ces artérioles pulmonaires dans l'HTAP, eh bien avant l'ère des traitements, on savait qu'un enfant chez lequel on faisait le diagnostic d'HTAP avait une durée de survie moyenne de 10 mois. Aujourd'hui, on suit des traitements. En tout cas, moi, il y a des enfants que je traite maintenant depuis que les traitements efficaces de l'hypertension pulmonaire existent, c'est-à-dire depuis les années 2000. On est en 2024, eh bien, on a des enfants qui sont des adultes maintenant, qui sont traités depuis une vingtaine d'années pour hypertension pulmonaire. Certains, malheureusement, ne sont plus là parce qu'ils ont eu une hypertension évolutive, mais ceux qu'on arrive à stabiliser avec les traitements peuvent être stabilisés pendant très longtemps. Mais en aucun cas, aujourd'hui, nous n'avons de traitement curatif de l'hypertension pulmonaire. Donc, les cardiopathies, tout ce qui est shunt va retentir sur l'artère pulmonaire. Ça, vous n'avez pas besoin de moi, vous connaissez les cardiopathies congénitales, en sachant que plus on est proche de l'artère pulmonaire et plus les lésions vasculaires pulmonaires seront précoces. Dans une large fenêtre aortopulmonaire, dans un tronc artériel commun ou dans une très large CIV ou un large canal artériel, les lésions artériolaires pulmonaires vont être très rapides parce que l'hyperdébit vient taper directement dans l'artère pulmonaire. Par opposition à la CIA, où on a un réservoir qui est le ventricule droit, qui joue le rôle de tampon et qui va absorber cet hypervolume sans entraîner un hyperdébit. Donc le shunt va dépendre des résistances, comme je vous l'ai dit, à la naissance. Les résistances vasculaires pulmonaires, c'est l'artériole qui est représentée en haut à gauche. Ces artérioles, les résistances sont élevées, donc le poumon ne se laisse pas franchir par l'hyperdébit. L'enfant n'a aucun signe de shunt et ça n'est qu'à la baisse des résistances vasculaires pulmonaires, vers l'âge de 15 à 20 jours de vie, que les signes de shunt vont apparaître. Et les signes de shunt, c'est quoi? C'est un enfant qui est tachypnéique, qui ne boit pas bien ses biberons, qui ne grossit pas bien. À la radio, on va voir une hypervascularisation pulmonaire. À l'écho, on va voir un gros retour veineux pulmonaire à l'oreillette gauche et des cavités gauches dilatées. Et on fait tout pour limiter les signes de shunt chez ces enfants parce qu'on sait qu'en cas d'anémie, la viscosité est diminuée. Si la viscosité est diminuée, les résistances vont diminuer aussi et du coup, il va y avoir une augmentation du shunt. Donc, on va transfuser ces enfants pour amener leur taux d'hémoglobine à environ 15 à 16 grammes pour au moins limiter les signes de shunt en attendant de traiter la cardiopathie de cet enfant. Mais on sait aussi qu'il y a des enfants qui vont fermer leur CIV toute seule. Donc, on ne va pas se précipiter sur la chirurgie chez sa nouveau-né, mais on va se donner un petit peu de temps pour voir comment cette CIV va évoluer. Soit c'est très large et on va fermer ce shunt avant l'âge de 3-4 mois pour éviter une altération du lit vasculaire pulmonaire. Mais si en revanche, on a l'impression que la cardiopathie est en train de devenir, le shunt est en train de se réduire spontanément, on ne va pas se précipiter sur la chirurgie néonatale avec les risques qu'elle comporte. Donc, comment est-ce que le poumon s'adapte à cet hyperdébit? Eh bien, en recrutant certaines zones. Les zones de West, le poumon va être séparé en 4 parties et en fonction de l'équilibre entre les pressions alvéolaires et les pressions vasculaires, eh bien, il y a certaines zones qui sont bien perfusées et d'autres qui ne le sont pas. En effet, lorsque le poumon, vous imaginez que le poumon, voilà, je vous ai représenté un ressort et avec les spires là où vous voyez que le poumon, il a un certain poids puisque quand on est debout, il y a l'attraction terrestre qui donne un certain poids, le poids du poumon descend vers le bas et les alvéoles sont comme un ressort. Donc le sommet du poumon est très étiré et donc les alvéoles sont en surpression et la pression des alvéoles vient comprimer les artérioles et les veines. En revanche, dans la zone 3 de West, c'est la pression artériolaire et la pression veineuse sont supérieures à la pression des alvéoles, si bien que au repos, quand on ne fait pas d'effort, on ne va utiliser que notre zone périhilaire pour assurer une bonne vascularisation et une bonne oxygénation. La zone 2, c'est justement une zone où la pression artériolaire est supérieure à la pression alvéolaire, donc l'artériole est ouverte, mais comme la veine est fermée, ça ne circule pas. Si je fais un effort ou si j'ai un hyperdébit parce que j'ai un shunt, eh bien, ma pression veineuse va augmenter et je vais donc ouvrir un territoire qui normalement ne circule pas bien et je vais recruter des territoires
Et en recrutant des territoires, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais recruter plus de vaisseaux. Si j'ai plus de vaisseaux, eh bien, mon diamètre global de mes vaisseaux pulmonaires va augmenter et donc mes résistances vont baisser. Par ailleurs, comment est-ce que j'adapte mon augmentation de débit? Eh bien, par la fonction endothéliale. L'endothélium vasculaire, ce sont des toutes petites cellules qui tapissent ici mon vaisseau. Elles sont donc en première loge. Dès que le débit va augmenter, ma cellule endothéliale, elle va tout de suite percevoir que mes forces de cisaillement sur mon vaisseau augmentent et ces forces de cisaillement vont envoyer un signal à la cellule endothéliale qui elle-même va envoyer un signal à la cellule musculaire lisse pour dire attention, le débit est en train d'augmenter. Si le débit est en train d'augmenter, je ne veux pas que la pression augmente, donc je vais baisser mes résistances pour qu'à toute augmentation de débit ne se complique pas d'une augmentation de pression. Parce que si chaque fois que je fais un effort, j'augmente mes pressions, je vais finir par abîmer mes vaisseaux, où qu'ils soient. Quand on fait un effort, on multiplie notre débit par un facteur 4 ou 5. Il n'est pas question de multiplier nos pressions par un facteur 4 ou 5 chaque fois que l'on fait un effort. Et c'est grâce à l'adaptation de nos résistances vasculaires pulmonaires que nous augmentons notre débit sans majorer nos pressions et en préservant ainsi nos parois artériolaires qui peuvent vivre jusqu'à 120 ans et plus, on espère. Donc, comment est-ce que ça se fait, ces signaux? Eh bien, mon shear stress, il s'applique à la surface de ma cellule endothéliale, ici. Ensuite, ma cellule endothéliale, elle dit, il y a un shear stress, donc libérons des substances vasodilatatrices, prostacycline, NO, et une fois que j'ai arrêté mon effort, je ne vais pas rester en hyperdébit, donc je vais vasoconstricter endothéline qui s'active. Donc, j'ai en permanence un équilibre en physiologie entre mes substances vasodilatatrices et mes substances vasoconstrictrices en fonction de mes besoins, en sachant que le NO est libéré par la cellule endothéliale à partir de la L-arginine et le NO a à la fois un effet anti-agrégant plaquettaire, antiprolifératif sur les cellules musculaires lisses et puissant vasodilatateur. Et l'endothéline, elle, a les effets complètement profibrosants, vasoconstricteurs et effets mitotiques sur les cellules musculaires lisses. Donc, qu'est-ce qui se passe si je commence à avoir un déséquilibre? Si ma cellule endothéliale, elle devient malade à force d'avoir un hyperdébit, à force d'avoir du cholestérol sur mes coronaires ou une hypertension artérielle sur mon aorte, eh bien, sur mon lit vasculaire pulmonaire, c'est essentiellement le shear stress qui est mal perçu. J'ai une large CIV. Cette large CIV, elle vient taper sur mes cellules endothéliales chez un nouveau-né 100 à 120 fois par minute, et ce pendant plusieurs jours et plusieurs mois, eh bien, au bout d'un moment, la cellule endothéliale, elle dit, ben, moi, j'en peux plus, là, ça fait des mois que je libère des substances vasodilatatrices, que j'empêche mes cellules musculaires lisses qui demandent qu'une chose, c'est de se multiplier et de vasoconstricter. Eh bien, à un moment donné, la cellule endothéliale, elle commence à dysfonctionner. Si elle dysfonctionne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai plus mon effet anti-agrégant plaquettaire, je n'ai plus mon effet antiprolifératif sur les cellules musculaires lisses et je n'ai plus mon effet vasodilatateur et je vais donc avoir une prolifération des cellules musculaires lisses, un agrégat plaquettaire et de la fibrose qui va venir se déposer sur la lumière vasculaire et réduire ainsi mon artère qui va changer complètement de phénotype. Elle va passer d'une artère un peu musclée avec une couche intimale préservée à une artère très musclée avec une couche intimale préservée, puis finalement à une couche intimale complètement malade et fibrosée parce que la cellule endothéliale, elle aura été dysfonctionnante et que mes cellules musculaires lisses, elles vont changer de phénotype, mes cellules endothéliales, elles vont changer de phénotype et elles vont proliférer pour venir réduire la lumière vasculaire. Tant que j'ai qu'une élévation de débit, tout se passe bien. Quand mon élévation de débit finit par s'accompagner d'une élévation de pression, j'ai un mécanisme de préservation de ma paroi artérielle qui est un maintien de la tension pariétale. La tension pariétale est égale à la pression sur 2 fois l'épaisseur. Donc, chaque fois qu'un vaisseau a une pression augmentée, il va augmenter son épaisseur pour protéger sa paroi et éviter de devenir anévrismal sous l'effet de la surpression. Et si je n'ai pas supprimé mon shunt
à ce stade-là, eh bien là, la cellule endothéliale, elle va devenir complètement dysfonctionnante, elle va commencer à proliférer, elle va changer complètement de phénotype et on va avoir une obstruction très progressive de notre lumière vasculaire. Donc voilà la cinétique des lésions artériolaires pulmonaires. Dans un premier temps, j'ai une hypertrophie avec une lumière bien préservée. Puis ensuite, je vais avoir de la fibrose intimale qui va réduire ma lumière. Et je comprends bien ici que si j'ai une gangue fibreuse, eh bien, lorsque mon débit va augmenter, mes cellules endothéliales, elles sont plus à même d'entraîner une vasodilatation. J'ai une gangue fibreuse qui fige mon artériole, et c'est la raison pour laquelle les patients qui ont de l'hypertension pulmonaire ne peuvent pas s'adapter à l'hyperdébit et qui sont très essoufflés à l'effort parce qu'ils ne peuvent pas adapter leur lit artériolaire pulmonaire à l'augmentation d'activité physique. Et ensuite, ça continue par proliférer, et ça finit par obstruer complètement la lumière du vaisseau. Et on comprend bien qu'un ventricule droit qui doit envoyer du sang dans l'artère qui est à droite, eh bien, il ne peut pas. Le poumon n'est plus une éponge qui se laisse franchir, mais un espèce de bloc de béton. Et le ventricule droit, il essaye de pousser sur un bloc de béton. Eh bien, c'est lui qui devient, au bout d'un moment, complètement dysfonctionnant. Et les patients finissent par décéder de défaillance ventriculaire droite sur un ventricule droit qui ne peut plus assurer son débit. Donc, en cas de cardiopathie avec un hyperdébit, le stade évolutif peut être très difficile à déterminer. En tout cas, si vous avez un enfant qui avait des signes de Chinte, tant qu'on a un gros débit, on doit avoir des signes de Chinte, on doit avoir un enfant qui ne va pas bien, qui grossit pas bien. Et s'il grossit bien, s'il mange bien, s'il n'est pas du tout gêné, c'est que les signes de Chinte sont en train de diminuer et que donc les artérioles sont en train de se fermer petit à petit et que donc l'enfant va mieux, non pas parce que la CIV est en train de se fermer, mais il va mieux parce que les poumons ne se laissent plus franchir par cet hyperdébit et qu'à ce moment-là, c'est qu'on a mal fait notre boulot et qu'on n'a pas fermé le shunt quand il fallait et que les lésions artériolaires sont en train d'évoluer pour leur propre compte et là, c'est trop tard pour faire la chirurgie. Pardon. Donc, dans certains cas, lorsqu'on a une discordance entre la clinique, la radio et l'hémodynamique, eh bien, on peut être amené à faire une biopsie pulmonaire justement pour savoir si on a déjà basculé vers le stade d'HTAP fixé et où on est à un stade beaucoup trop tardif. Et à ce moment-là, vous comprenez bien que si on ferme un shunt chez un enfant qui a déjà des artères complètement occluses, eh bien, le ventricule droit qui avait la soupape du shunt va se retrouver en sortie de CEC confronté à des résistances vasculaires pulmonaires beaucoup trop élevées pour pouvoir sortir de pompe, et ce sont des patients qui vont évoluer très défavorablement parce qu'on aura mal évalué le degré d'hypertension pulmonaire avant de les opérer. Donc, l'intérêt de la biopsie, il est très important, mais en général, lorsqu'on a des lésions histologiques, c'est que la maladie est très avancée, et surtout, c'est un geste qui est extrêmement agressif. Aller faire une biopsie pulmonaire à un enfant qui a de l'HTAP, ça veut dire que vous l'endormez, vous lui ouvrez le thorax parce qu'il faut que ce soit une biopsie chirurgicale et pas une biopsie per fibro, ça marche pas du tout, il faut qu'on ait suffisamment d'artérioles à étudier. Et c'est la raison pour laquelle, alors parfois on n'a pas le choix, mais on fait rarement la biopsie juste pour faire la biopsie. En général, on décide d'un geste et on prélève un bout de poumon en opératoire pour savoir si oui ou non on va s'orienter vers la fermeture ou non. Pardon, hop, avance. Donc, le poumon, comme je disais, il faut que ce soit une biopsie chirurgicale pour pouvoir analyser suffisamment d'artérioles. Et l'idée, c'est est-ce que j'ai une belle artériole, certes musclée, mais avec une couche intimale bien préservée, ou est-ce que j'ai déjà de la gangue fibreuse? Et si j'ai de la gangue fibreuse sur l'ensemble de ma biopsie pulmonaire, c'est que c'est trop tard. Et encore pire, si j'ai ce type d'artériole complètement occluse, ou si j'ai des lésions plexiformes, ça veut dire qu'on est très très avancé dans la maladie. Aujourd'hui, moi, je n'ai jamais de biopsie avec des lésions plexiformes. Les lésions plexiformes, en général, c'est plutôt sur une pièce de nécropsie ou sur une pièce de poumon explantée, parce que on le sait, quand on a des lésions plexiformes, c'est que l'HTAP est tellement sévère qu'on n'est pas à se poser la question de savoir si on est à un stade réversible ou irréversible de l'HTAP.
Donc les lésions, elles sont d'autant plus précoces, comme je le disais, que on est proche de l'artère pulmonaire, donc une large CIV, un large canal, une large fenêtre. Il faut opérer avant l'âge de 6 mois, sinon il y a un très haut risque de lésion précoce. TGV, CIV aussi. CAV complet avec hyperdébit, encore plus s'il y a une trisomie 21. L'HTAP post-capillaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou HTP, vous voyez, j'ai fait défaut de langage, HTP du groupe 2, eh bien, le risque est post-opératoire, non pas parce que les lésions sont sévères, mais à cause des artérioles musclées. Et dans la CIA, en général, les lésions sont extrêmement tardives, vers l'âge de 30 ou 40 ans. Et comme je vous le disais, malheureusement, parfois on fait le diagnostic au stade d'HTAP. Et même si on sait que la CIA, le plus souvent, il n'y a pas d'HTAP avant l'âge adulte, on sait aussi que certains enfants nous sont référés à 4 ou 5 ans avec une large CIA et de l'HTAP. Donc là, on se dit qu'il y a très probablement une part de susceptibilité individuelle et des facteurs génétiques qui peuvent venir compliquer les choses. La génétique a commencé à être découverte dans les années 2000 avec la mutation du gène BMPR2, du récepteur 2 de la bone morphogénique protéine. C'est la superfamille des TGF-bêta et on va retrouver une mutation dans les HTAP familiales. Parfois, c'est sporadique, c'est-à-dire que il y a bien un premier cas. Hein, donc, dans les HTAP idiopathiques, on va trouver dans 25% des cas une mutation et dans 6% des cas des cardiopathies congénitales. La mutation BMPR2 est la plus fréquente, mais on a vraiment fait un très très grand bond en avant dans la génétique ces 5 dernières années, avec beaucoup de gènes qui ont été retrouvés, le gène de la maladie véno-occlusive, EIFA4, le TBX4 chez l'enfant, SOX17, voilà. Je vous ai mis ici un peu l'évolution de la découverte. Hein, vous voyez le premier congrès d'hypertension pulmonaire, le vrai, qui a commencé à s'intéresser vraiment à l'HTAP, c'est dans les années, à partir des années 2000 où la prostacycline a commencé à être utilisée et là on a commencé à découvrir les fameux gènes et là ces derniers temps on en a découvert encore beaucoup plus et maintenant qu'on fait des exomes on va en découvrir encore davantage. Donc, pour avoir une hypertension artérielle pulmonaire dans la cardiopathie congénitale, c'est qu'on a certes la malformation, mais il y a probablement un terrain prédisposé. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a certaines CIV qui, à 60 ans, alors qu'il y a de l'hyperdébit, n'auront pas développé d'HTAP. On voit des troncus qui nous sont adressés de l'étranger à 12-13 ans avec parfois des résistances basses, alors que normalement, avant l'âge de 1 an, ils ont des résistances fixées. Donc voilà, on sait qu'il y a probablement une série de malchances avant d'arriver à ce fameux diagnostic terrible d'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a de l'hypertension artérielle pulmonaire? Comme je disais, au départ, on a une bonne adaptation, c'est-à-dire qu'on a un hyperdébit. Notre artère pulmonaire, elle s'adapte à cet hyperdébit, elle va s'hypertrophier pour éviter d'avoir une tension pariétale augmentée. Après, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et puis, on va, il se trouve qu'à Necker, on a une grosse banque de biopsies pulmonaires puisqu'on a prélevé beaucoup d'enfants lorsqu'on ne savait pas si l'hypertension était fixée ou pas. Et du coup, on a pu analyser les biopsies pulmonaires d'enfants qui avaient de l'HTAP qui ne régressaient pas après la chirurgie et qu'on a pu comparer à ceux qui avaient une HTAP qui régressaient complètement après la chirurgie. Et on a vu que le phénotype des cellules endothéliales dans ces deux groupes était très différent et que les enfants qui ont de l'HTAP fixé, en fait, eh bien, ils développent une résistance à l'apoptose et ils ont des cellules endothéliales qui vont se mettre à proliférer pour venir obstruer petit à petit la lumière vasculaire, alors que ceux qui ont de l'HTAP réversible, ils rentrent en apoptose et c'est un mécanisme de protection du vaisseau qui échappe en cas d'HTAP fixé, malheureusement. Donc, on a le facteur prédisposant, on a le shear stress de l'hyperdébit, les cellules endothéliales elles se protègent en se mettant en apoptose, elles font proliférer les cellules musculaires lisses pour lutter et maintenir une tension pariétale normale. Si on supprime le shunt à ce moment-là, c'est parfait, on avait bien protégé nos artères, on supprime le shunt, ils vont guérir. Si en revanche on ne supprime pas le shunt à ce stade-là, eh bien les cellules endothéliales vont changer de phénotype, elles vont devenir résistantes à l'apoptose et elles vont devenir, il va y avoir comme un espèce de processus tumoral in situ
des cellules endothéliales, qui vont proliférer pour leur propre compte et obstruer complètement la lumière vasculaire. Et on comprend bien que sur cette biopsie de droite, le ventricule droit va pousser dans des artères qui ont une lumière très réduite et que ce ventricule droit, il va finir par s'altérer et l'enfant va mourir d'hypertension pulmonaire par défaillance du ventricule droit. Donc, on aimerait éviter la biopsie, bien sûr, parce que, comme je vous le disais, c'est un geste très traumatisant. Donc, on s'est dit, on va essayer d'identifier des cellules endothéliales circulantes, parce qu'on sait que quand la cellule est très malade et qu'elle prolifère, elle va se détacher. Et on a mesuré ainsi les cellules endothéliales circulantes des enfants qui avaient de l'HTAP fixé, de l'HTAP réversible, et on s'est aperçu que ces cellules endothéliales, elles se détachent bien, et qu'on voit, on a un moyen très discriminant de voir à partir d'un prélèvement sanguin et en quantifiant ces cellules endothéliales qui se détachent de la cellule, eh bien, on voit que ces cellules endothéliales, elles sont augmentées dans l'HTAP idiopathique et dans l'HTAP irréversible, qui sont les deux situations où les biopsies pulmonaires sont très pathologiques, parce que ces cellules endothéliales, comme je vous le disais, elles deviennent résistantes à l'apoptose, elles prolifèrent et elles sont libérées en excès dans la circulation. Et on va, à partir de prélèvements sanguins, pouvoir déterminer si on est dans le cas d'une HTAP réversible ou dans le cas d'une HTAP évolutive. Et non seulement ces cellules endothéliales, elles jouent un rôle déterminant pour nous dire dans quel groupe on est, mais elles ont aussi un rôle de suivi, dans le suivi thérapeutique de ces enfants qu'on traite, nous, d'HTAP, où on voit que la cellule endothéliale, quand elle se met à augmenter, c'est que l'enfant est en train d'avoir un marqueur évolutif de sa maladie. Alors, comment est-ce qu'on fait le diagnostic d'hypertension pulmonaire? La clinique et le CG sont complètement aspécifiques. On va voir un enfant qui va avoir un éclat du deuxième bruit à l'auscultation. À l'ECG, on va avoir une surcharge droite. Mais c'est vraiment l'échographie qui est l'examen déterminant chez l'enfant qui va montrer non seulement l'hypertension pulmonaire en mesurant les pressions pulmonaires sur l'IT et sur l'IP, mais qui va pouvoir voir le retentissement de cette hypertension pulmonaire sur le ventricule droit, voire sur le ventricule gauche si le ventricule droit écrase le ventricule gauche, et qui va pouvoir aussi dire s'il y a une cardiopathie pour expliquer cette hypertension pulmonaire ou non. Donc l'échographie est vraiment l'élément de référence dans cette pathologie, et le cathétérisme cardiaque sera obligatoire, car il reste le gold standard, à viser non pas de diagnostic, mais à visée pré-thérapeutique pour mesurer les résistances vasculaires pulmonaires, mesurer le shunt et surtout faire des tests de réactivité vasculaire pulmonaire, ONO, pour dire si on est face à une hypertension pulmonaire complètement aréactive, fixée, ou si on est avec une hypertension pulmonaire qui réagit encore au vasodilatateurs. Donc, le diagnostic étiologique, soit on a une cardiopathie, on a le diagnostic à l'écho. En l'absence de cardiopathie, il faut obligatoirement faire un scanner thoracique, une écho abdominale à la recherche, scanner thoracique pour voir s'il y a une pathologie respiratoire sous-jacente et qu'on serait alors dans le groupe 3, une échographie abdominale à la recherche d'un shunt porte-cave, et selon la clinique, on va faire un examen ORL s'il y a des épistaxis qui orienteraient vers une maladie de Randu-Hössler, un examen dermatologique qui orienterait vers une maladie de système et un bilan immunologique éventuellement. La rentabilité est très faible chez l'enfant de ces examens, donc on ne les fait pas à titre systématique, que s'il y a un point d'appel. Donc la démarche étiologique dans une hypertension pulmonaire, première chose, y a-t-il une cardiopathie? Oui, eh bien, on est soit face à un shunt, soit à une hypertension post-capillaire, soit les deux. Et si c'est un nouveau-né, bien sûr, on élimine le RDPA. S'il n'y a pas de cardiopathie, est-ce qu'il y a une pathologie pulmonaire? C'est un enfant prématuré, c'est un enfant oxygénodépendant. Eh bien, le traitement, c'est d'amener une saturation à 100%. Et il faut absolument être obsessionnel sur les objectifs de saturation chez ces enfants, car le traitement est l'oxygène. S'il n'y a pas de pathologie pulmonaire, si c'est un nouveau-né, on va d'abord penser que c'est une hypertension persistante du nouveau-né et on va donner ses chances à ce nouveau-né d'être en réa et on voit comment il évolue en quelques jours. S'il n'évolue pas favorablement en quelques jours, c'est que ça n'est pas l'hypertension persistante du nouveau-né et qu'on est alors face à une HTAP idiopathique ou à une dysplasie alvéolo-capillaire ou une maladie véno-occlusive, et c'est la biopsie pulmonaire
qui va répondre à cette question. Et plutôt que laisser un enfant en réa pendant 2 et 3 mois à donner des faux espoirs à des parents, nous, on va très vite à la biopsie pulmonaire lorsque l'enfant ne répond pas au traitement classique. Complications de l'hypertension pulmonaire, donc attention, ce sont des enfants qui ne doivent jamais être opérés dans des centres qui n'ont pas l'habitude de la prise en charge des hypertensions pulmonaires. Ce sont des enfants qui peuvent faire des hémoptysies parce qu'il y a très souvent des shunts avec le système bronchique. Là, ils décèdent de défaillance VD, sauf s'ils ont un shunt, parce que le ventricule droit est alors préservé par le shunt. Et ils meurent de troubles du rythme sur un VD ischémié, hypertrophié, à l'occasion d'une infection ou d'un stimulus quelconque. Avant, ces enfants, aucun n'atteignait l'âge adulte. Aujourd'hui, avec les traitements, il y a un pronostic bien meilleur, mais sans encore savoir les guérir, comme je vous l'expliquais. Et ceux qui ont un shunt, c'est-à-dire que les Eisenmenger, eh bien, ont un meilleur pronostic, entre guillemets, que ceux qui ont une HTAP idiopathique, puisque le shunt permet au ventricule droit d'être soulagé par le shunt. Et lorsque le ventricule droit, à l'effort, n'arrive pas à envoyer le sang dans l'artère pulmonaire, eh bien, au moins, il va emprunter le shunt pour se préserver. Les risques, le sport violent est proscrit, mais maintenant, on laisse faire du sport aux enfants qui ont de l'hypertension pulmonaire, mais à condition de bien prévenir le prof et de faire en sorte qu'ils n'aillent pas au-delà de leurs limites. Et le badminton est un sport extrêmement violent, donc vous évitez tout ce qui est sport trop violent, squash, badminton, paddle, toutes ces choses-là, c'est beaucoup trop violent. Mais en revanche, la marche, la natation, du vélo, oui. Il faut qu'ils soient vaccinés pour éviter tout risque d'infection virale hivernale sur ces HTAP. Donc, ils doivent être vaccinés VRS, grippe, Covid. L'altitude est proscrite au-delà de 1500 à cause de la vasoconstriction qui vient se rajouter sur ces artères malades. La grossesse est formellement contre-indiquée, très très haut risque de la grossesse chez les patientes qui ont une hypertension pulmonaire, mais attention, malheureusement, vous n'arriverez pas toujours à les convaincre de ne pas avoir de grossesse, donc il faut bien leur dire que la grossesse est à très haut risque chez elles et qu'elles doivent avoir une contraception efficace, mais que si elles étaient enceintes, il faut qu'elles viennent vous voir dès le début de la grossesse pour tout faire pour éviter qu'elles s'aggravent pendant la grossesse. Parce qu'à ce moment-là, on va renforcer le traitement si vraiment la grossesse est vitale pour elles et qu'elles le veulent et qu'elles, de toutes les façons, ne suivent pas vos recommandations et qu'elles sont enceintes, il faut absolument les traiter. Alors moi, j'ai un souvenir très malheureux d'une jeune femme que je suivais qui n'a jamais voulu que je voie son mari pour lui expliquer que la grossesse était à risque et qui a mené une grossesse sans rien me dire et qui a accouché d'un enfant mort-né en fin de grossesse et qui est mortelle 2 mois plus tard. Donc c'est vraiment des histoires comme ça, malheureusement il y en a. Donc il ne faut surtout pas qu'elles fassent leur grossesse en douce par peur de venir vous annoncer qu'elles ont fait l'erreur d'être enceintes. Il faut leur dire, voilà, c'est très dangereux. La grossesse est très dangereuse à la fois pour le fœtus et pour vous parce que ça peut laisser la maladie évoluer. Mais si toutefois vous étiez enceinte, surtout vous venez dès le début pour qu'on renforce le traitement. Carence martiale à éviter dans l'Eisenmenger et dans l'HTAP en général. Donc il faut absolument rechercher une carence martiale et la traiter lorsqu'elle existe. Et on aborde maintenant le traitement de l'hypertension pulmonaire. Je vais aller très vite parce que vous les connaissez déjà. Donc les traitements spécifiques, pardon. C'est le NO qu'on utilise en réa qui a une durée de vie très faible, très courte je veux dire, mais qui est un puissant vasodilatateur. Les inhibiteurs calciques ne sont réservés qu'à 5 à 10% des patients qui répondent lors des tests de réactivité au KT du pré-thérapeutique. Et les grandes classes thérapeutiques sont les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, les inhibiteurs des phosphodiestérases et les prostacyclines. Comment est-ce qu'on a développé ces traitements? Ces traitements ont été développés à partir de la découverte de la fonction endothéliale. Donc toutes les drogues qui sont aujourd'hui efficaces dans... pardon, je ne sais pas ce qui se passe là, il y a un emballement. Donc toutes les drogues qui ont été développées sont les drogues qui viennent de la cellule endothéliale, donc les prostacyclines. Oh, c'est pas vrai. Prostacycline, premier à être utilisé et uniquement par voie injectable. Le NO, qui est par voie inhalée, qui agit sur le GMP cyclique.
et l'activateur du GMP cyclique qu'on va revoir. Donc, 3 grandes classes, le NO et ce qui dérive du NO, les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, le bosentan, l'empésentan, macitentan. Donc, l'idée, c'est de bloquer les récepteurs de l'endothéline qui sont des puissants vasoconstricteurs. Les inhibiteurs des phosphodiestérases, ça joue sur le second messager qui est le GMP cyclique, donc ça active la guanylate cyclase, ça empêche la dégradation, du GMP cyclique. C'est le Revasio ou le tadalafil, Revasio en 3 prises par jour, le tadalafil en 1 prise par jour, mais chez l'enfant il n'y a pas d'AMM. Les prostacyclines, c'est le premier vasodilatateur pulmonaire à avoir été utilisé par voie injectable, le Floland, dès les années 80. Maintenant, c'est plutôt le Velletri qu'on utilise en IV parce que ça a une durée de vie plus longue, mais c'est quand même extrêmement contraignant parce que ça impose un cathé central. Donc, chez l'enfant, nous, on préfère utiliser le treprostinil par voie sous-cutanée. C'est beaucoup moins contraignant que le Velletri en IV, mais c'est un peu moins efficace. Et parfois, la tolérance peut, au bout d'un certain temps, ne plus être bonne et on est obligé de passer par voie intraveineuse. On a eu beaucoup d'espoir d'avoir une prostacycline orale, le Selexipag, mais malheureusement, on l'utilise maintenant, mais ça ne donne pas des résultats aussi bons. Donc, les recommandations aujourd'hui, c'est de dire soit l'enfant va bien, il est à bas risque et on va donner une bithérapie, soit l'enfant va pas bien, il faut absolument donner une trithérapie. Et si on réévalue toujours systématiquement 6 mois à 1 an après le début du traitement, et s'il ne s'améliore pas, il faut passer à la classe suivante. Donc, s'il était sous bithérapie, on va passer sous trithérapie. Et s'il était sous trithérapie, c'est qu'il se détériore. Et un enfant qui se détériore sous trithérapie, on n'a pas d'autre option que de faire un POTS ou une transplantation pulmonaire. Notre objectif est de toujours les mettre dans le vert, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient bien cliniquement, qu'il n'y ait aucun signe d'altération biologique et qu'à l'échographie, il n'y ait pas de signe de sévérité, les signes de sévérité étant l'épanchement péricardique, la dysfonction VD, et hémodynamiquement, il faut quand même les réévaluer de temps en temps quand ils vont très bien comme quand ils vont mal, pour être sûr. Quand ils vont bien, pour être sûr qu'ils ne se détériorent pas, parce que parfois ils minimisent un peu leurs symptômes. Et s'ils se détériorent, il faut aussi faire une exploration hémodynamique de toutes les façons avant transplantation ou avant POTS. Avec les médicaments, on a considérablement amélioré la survie de ces patients. C'est indiscutable. On a amélioré la survie, mais on sait que ce sont quand même des enfants qui, même s'ils survivent à 5 ans à 85%, ils ont quand même beaucoup de signes, ils ont beaucoup de morbidité. Hein, et la morbidité, c'est quand même le switch pour une voie IV ou sous-cutanée, un POTS chirurgical ou une transplantation, même s'ils survivent, on ne sait pas les guérir aujourd'hui. Donc c'est une maladie très grave malgré les traitements actuels. Les voies thérapeutiques sont en pleine évolution et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des tas de médicaments qui sont en train d'être développés, qui agissent directement sur les gènes. Il y a de la thérapie génique, il y a des systèmes qu'on appelle les microsomes, c'est-à-dire qu'on essaye d'incorporer des molécules qui vont venir intégrer directement le génome ou qui vont venir agir sur des mécanismes d'inflammation, sur des mécanismes immunologiques. Et il y a aussi ce qu'on appelle les T-CAR cells, qui sont des cellules qu'on utilise beaucoup en cancéro, c'est-à-dire qu'on va sensibiliser des lymphocytes à la cellule pathologique pour qu'elle aille cibler cette cellule pathologique. Donc là, il y a beaucoup d'espoir à venir. Les progéniteurs endothéliaux, on a espéré à un moment que ces progéniteurs endothéliaux qu'on avait, nous, testés chez l'animal et qui montraient une reperméabilisation parfaite pas parfaite, mais en tout cas une très bonne reperméabilisation du membre d'un rat dont on avait ligaturé l'artère fémorale, quand on avait injecté chez ces rats du plasma d'enfants qui étaient traités par trithérapie, dont on sait qu'ils ont une très grande richesse en progéniteurs endothéliaux, eh bien on s'était aperçu qu'on reperfusait le membre. Mais malheureusement, les essais thérapeutiques pour le moment sont pas tellement concluants. Donc voilà tous les domaines de développement thérapeutique actuel pour essayer d'améliorer l'hypertension pulmonaire.
On bénéficie bien entendu beaucoup de toutes les recherches qui sont faites chez l'adulte et on essaye de les appliquer et d'avoir des autorisations pour utiliser ces traitements chez l'enfant. Donc, toute cette population adulte nous est très utile pour tout le développement thérapeutique et il y a quand même aujourd'hui un espèce d'éventail de traitements autres que purement vasodilatateurs qui est en train de se mettre en place et on a beaucoup d'espoir et je suis sûre que vous, la nouvelle génération, vous connaîtrez le traitement efficace de l'hypertension pulmonaire, du moins je le souhaite de tout cœur. Donc avant tout ça, il faut déjà que nous qui travaillons en chirurgie cardiaque, nous soyons bons pour savoir déterminer à quel moment il faut opérer ces enfants et ne pas les laisser évoluer vers une HTAP fixée. Et on se retrouve maintenant face à des situations où on a des résistances limites, elles ne sont pas basses au point de dire on peut opérer sans aucun danger cet enfant, mais elles ne sont pas non plus à des niveaux complètement délirants pour dire on va le laisser évoluer vers l'Eisenmenger parce qu'on sait quand même que l'Eisenmenger c'est pas non plus une vie tranquille chez ces enfants qui vont devenir bleus, qui vont avoir toutes les complications de la cyanose. Donc on est aujourd'hui dans une perspective de dire attention, ne laissons pas évoluer non plus vers l'Eisenmenger et les patients qui ont des résistances un peu limites, peut-être qu'il faut bien les évaluer. Et beaucoup d'études montrent aujourd'hui qu'en opérant ces enfants, eh bien, on a quand même un bon résultat. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on ne les opérait pas? Parce qu'il y a quelques années, on a dit les patients qui développent une HTAP après fermeture du shunt sont les plus graves, mais c'était des patients qui avaient été opérés il y a de nombreuses années où l'évaluation préopératoire n'était pas aussi bonne qu'elle ne l'est aujourd'hui, le suivi post-opératoire n'était pas aussi bon qu'il ne l'est aujourd'hui et surtout on ne disposait d'aucun traitement efficace. Aujourd'hui, la population n'est pas du tout la même, donc ça vaut probablement le coup de fermer un shunt chez un enfant qui a des résistances un petit peu élevées, qui a peut-être des lésions artériolaires pulmonaires déjà un peu évoluées, mais dont on va stopper grâce au traitement et grâce à la suppression du shunt, plutôt que de le laisser inexorablement évoluer vers un Eisenmenger. Donc aujourd'hui, il faut opérer et espérer limiter l'aggravation des lésions, comme je le note ici. Vous aurez les diapos, de toutes les façons, je donnerai à Mirella. Le POTS, le POTS, c'est une chirurgie que l'on propose uniquement en cas d'échappement thérapeutique sous trithérapie. On ne fait jamais un POTS chez des enfants qui n'ont pas le maximum de traitement. Et lorsqu'ils n'ont plus du tout d'autre espoir que la transplantation, eh bien on se dit faire un POTS chirurgical, c'est quand même plus confortable qu'une transplantation, surtout s'il est petit au point de ne pas, on est sûr qu'il n'aura pas de greffon. La durée de vie post-transplantation pulmonaire n'est pas terrible et la qualité de vie encore moins. Donc, si on peut faire un POTS, en tout cas, nous, on a un recul assez bon maintenant. Et je trouve que le POTS chirurgical est une option tout à fait bonne chez ces enfants plutôt qu'une transplantation pulmonaire. Est-ce qu'on a un peu de temps pour aborder la circulation pulmonaire? Je pense, je vais aller vite, puisque je vais essayer de ne pas vous assommer avec l'hypertension, mais je pense que vous êtes quand même assez confrontés à la circulation de fond de temps pour qu'on l'aborde. Alors la circulation de fond de temps, c'est une circulation, je ne fais pas l'affront de vous rappeler ce qu'est la circulation de fond de temps. Donc Monsieur Fontan avait décrit en 1971 cette opération pour pallier une atrésie tricuspide. L'atrésie tricuspide est donc la cardiopathie pour laquelle on n'a pas de ventricule droit, mais on a un beau ventricule gauche et théoriquement une belle mitrale. Donc il s'est dit, puisque c'est comme ça, utilisons l'oreillette droite pour aller brancher l'artère pulmonaire. On n'a pas de VD, certes, mais on a une oreillette droite. Et cette oreillette droite, elle bat, donc autant mettre l'artère pulmonaire sur l'oreillette droite. Donc, cette opération de Fontan a quand même modifié considérablement le pronostic de ces enfants qui étaient très cyanosés. Et c'était la première fois qu'on pouvait transformer une cardiopathie univentriculaire à sang mélangé en cardiopathie palliée à sang complètement séparé. Donc, il avait quand même émis 10 restrictions, monsieur Fontan. On appelait ça le décalogue de Fontan. Il fallait que l'enfant ne soit pas trop petit. Il fallait que les pressions pulmonaires moyennes soient inférieures à 15, les résistances inférieures à 3, que l'anatomie des artères pulmonaires soit belle, que les retours veineux pulmonaires soient normaux, que le rythme soit sinusal, que la taille de l'oreillette droite soit correcte, que la valve mitrale soit continente et que, bien sûr, la cinétique du ventricule droit soit bonne. Donc, et qu'il n'y ait pas de chirurgie
précédente. Donc, de ce décalogue-là, vous avez bien compris, vous qui travaillez en chirurgie cardiaque, pour ceux qui le font, qu'on a considérablement supprimé de ce décalogue beaucoup d'items. On a modifié aussi l'intervention de fond de temps parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'on mettait l'artère pulmonaire sur l'oreillette droite, cette oreillette devenait un espèce de ballon de foot avec des caillots à l'intérieur et un réservoir pas bon du tout. Donc maintenant, on fait des dérivations cavo-pulmonaires totales où on branche directement les veines caves sur les artères pulmonaires sans en court-circuitant et l'oreillette droite et le ventricule droit. Et maintenant, la majorité des dérivations cavo-pulmonaires totales sont faites par des conduits extracardiaques, fenestrés ou intracardiaques. Enfin bref, il y a différentes anatomies possibles, mais c'est toujours anastomose des veines caves sur les artères pulmonaires et la majorité des équipes fait une fenestration pour améliorer et faciliter le post-opératoire, mais malheureusement, comme les conditions préopératoires ne sont plus du tout aussi strictes qu'avant, on utilise un peu cette fenêtre en se disant, eh bien, ma foi, si l'indication n'était pas si bonne que ça, avec la fenêtre, il va pouvoir ne pas se mettre en défaillance droite et permettre au sang qui n'arrive pas à aller dans les artères pulmonaires à aller dans le cœur. Ça, c'est pas du tout l'objectif de la fenestration. La fenestration, normalement, c'est vraiment fait pour améliorer le post-opératoire. Et si on utilise beaucoup la fenêtre et qu'on ne peut pas la fermer au bout de 6 mois post-opératoire, c'est qu'on avait très mal évalué le patient en pré-op et que ça n'était pas une bonne indication de dérivation cavo-pulmonaire totale. Pourquoi est-ce que la dérivation cavo-pulmonaire totale, elle a du mal à fonctionner? C'est qu'il faut qu'on ait des artérioles parfaites. Il faut que les pressions pulmonaires soient très basses, parce que si les pressions pulmonaires sont même un tout petit peu élevées, avec des artérioles un tout petit peu trop musclées, eh bien on comprend bien que passer du sang du système cave à très basse pression vers des artères pulmonaires trop musclées, ça ne va pas pouvoir marcher et on va avoir des suites extrêmement compliquées. Donc, qu'est-ce qui fait que le fond de temps ne va pas fonctionner? Eh bien, il ne va pas fonctionner si les pressions pulmonaires ne sont pas correctes, si nos résistances pulmonaires ne sont pas extrêmement basses, si on a eu trop de débit, eh bien, on va avoir des artères trop musclées. Mais si on a eu un trop faible débit, on va avoir des petites thrombies dans nos artères, donc ça ne va pas être bon non plus. Donc, la qualité du lit artériolaire pulmonaire est capitale pour le bon fonctionnement d'une dérivation cavo-pulmonaire totale. Et on avait fait, à un moment donné, on avait étudié des biopsies pulmonaires lors du premier temps du fond de temps pour voir ceux qui seraient un bon candidat ou pas. Et on s'est aperçu vraiment que la majorité des patients, même ceux qui avaient des pressions strictement normales, avaient des artérioles trop musclées pour bon nombre d'entre eux. Et parmi ceux qui avaient un failing fond de temps, eh bien, ils surexprimaient les facteurs endothéliaux qui témoignaient d'une hyperréactivité vasculaire pulmonaire chez ces patients. Les résultats à long terme de la dérivation cavo-pulmonaire sont très bons, mais les résultats à long terme de la dérivation cavo-pulmonaire sont les résultats des opérations qui ont été faites il y a très longtemps. Donc, les opérations qui ont été faites il y a très longtemps, c'était les bonnes indications, c'est-à-dire les atrésies tricuspides, ceux qui avaient un bon ventricule, ceux qui avaient des résistances basses. Et ceux-là, ils ont une durée de vie très bonne, mais ils ont une qualité de vie qui n'est pas bonne. Pourquoi elle n'est pas bonne, cette qualité de vie? Dans 30%, il n'y a que 30% des patients qui ont 0 événement à 20 ans. Donc, et quand nous, on reprend notre série de Necker, eh bien, sur 344 dérivations cavo-pulmonaires, on en a quand même 160 qui ont un follow-up avec une médiane de 20 ans, et on voit que 36% sont soit morts, soit transplantés, soit listés, et 72% de ces patients à 20 ans ont eu des complications relativement sévères, neurologiques, troubles du rythme, défaillance cardiaque, dont certains, et je passe sur les lésions hépatiques qui sont quasi constantes dans le fond de temps, dont certains ont même eu des cancers du poumon. Donc, sur ceux qu'on a plus de 30 ans, 35% ont des événements sévères, 32% sont en classe fonctionnelle 3 ou 4, ce qui est quand même énorme. Ça veut dire que moins d'un tiers des patients vont bien à 30 ans.
Donc, les gouttes fontant, 30 ans, c'est ceux qui étaient des atrésies tricuspides. Aujourd'hui, on fait des dérivations cavo-pulmonaires à des patients qui n'ont plus du tout ces pathologies-là. Pourquoi est-ce que le long terme fontant va pas bien? C'est qu'on a une perte de la pulsatilité pulmonaire, on a des lésions intimales sévères qui font que les lésions, pardon, les résistances vasculaires pulmonaires avec le temps ne vont pas en s'améliorant. Les lésions hépatiques sont quasi constantes. Les lésions cérébrales sont constantes aussi. Et surtout, il y a ventricule unique et pronostic multiple, comme je dis. C'est-à-dire que les chirurgiens ont repoussé les limites de la DCPT. Quand on voit que ceux qui avaient une atrésie tricuspide avec un très bon VD, avec les paramètres, le décalogue de Fontan respecté, à 30 ans, il y en a moins d'un tiers qui vont bien, eh bien, on se dit que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec des hypo-VG ou avec des CAV ou avec des fuites qu'on plastifie et des stents des branches, eh bien, je vous laisse imaginer ce que ça va donner ces patients-là. Et je me bats malheureusement au quotidien pour faire comprendre aux chirurgiens que la technique chirurgicale, c'est magnifique, mais que le suivi des enfants, quand nous on les voit, ben, c'est nous qui pleurons avec les parents, bien entendu. Donc, dans l'hypertension, en pratique, l'HTAP des cardiopathies post-capillaires, si vous ne l'avez pas compris que c'était toujours réversible, c'est que j'ai été une très mauvaise enseignante aujourd'hui. En cas d'hypertension artérielle pulmonaire précapillaire par shunt, eh bien, soit on a des pressions pulmonaires infrasystémiques et on va se donner un peu de temps parce qu'on sait que certains shunts peuvent se fermer spontanément, mais on surveille en revanche ces enfants très régulièrement pour être sûr de ne pas avoir une évolution des pressions pulmonaires délétères qui nous imposerait à ce moment-là de fermer le shunt plutôt que ce qu'on aurait souhaité. S'il y a des signes de shunt et une HTAP isosystémique, là, la chirurgie ne doit absolument pas être décalée à plus de 4 à 6 mois de vie. Et comme ce sont des enfants qui, souvent, pour peu qu'ils naissent en période hivernale, ils vont avoir la bronchiolite, puis la deuxième bronchiolite, donc il ne peut pas être opéré. Ah, puis il y a du virus dans le nez, donc il ne peut pas être opéré. Et on va reporter comme ça la chirurgie. Et par contre, on va se retrouver avec un enfant de 9 mois ou 1 an qui a été reporté de fois en fois à cause du virus dans le nez et qui va se retrouver avec une HTAP qui ne sera plus opérable. Donc attention, ces enfants, ils ont un hyperdébit, donc ils ont une fragilité respiratoire, donc ils font des bronchites à répétition. Il faut savoir les opérer, même s'il y a un petit peu de virus dans le nez. Si on n'a plus de signes de shunt et une HTAP isosystémique, là, il faut impérativement faire un cathé. À partir du moment où il y a une discordance clinique, écho, radio, eh bien, il faut faire le cathé pour mesurer les résistances et voir la réactivité vasculaire pulmonaire pour savoir si cet enfant est opérable ou si on a loupé le coche. Le meilleur traitement reste la prévention, comme je le disais, supprimer ou réduire le shunt dès que possible et éviter les facteurs aggravants, infection et anémie. La prévention d'Osler, même si elle n'est plus indiquée dans les soins dentaires selon les dernières recommandations de 2018, il faut rester extrêmement vigilant. Et quand on a une CIV et qu'on est un enfant, eh bien, il faut absolument continuer à donner les recommandations et dire aux parents que ces enfants, quand ils ont une angine ou une otite, c'est sûrement pas l'homéopathie qui doit les traiter, mais ils doivent aller chez le pédiatre très rapidement pour traiter éventuellement par antibiotiques toute infection bactérienne. Bon, bah ça, on a déjà dit, hein, les objectifs de l'HTAP idiopathique, bithérapie, trithérapie. Et ce que j'aimerais maintenant de la nouvelle génération, c'est qu'ils nous trouvent ce fichu traitement de l'hypertension pulmonaire. On a appris à disséquer tout ce qui se passe pour passer d'une artère normale à une artère très pathologique. Et j'aimerais que maintenant qu'on a compris bon nombre des mécanismes physiopathologiques, eh bien, on puisse redisséquer dans l'autre sens et permettre à ces artères résistantes à l'apoptose de devenir au contraire resensible à l'apoptose et à la protection. Et surtout, ben voilà, quand on saura traiter ça, on saura traiter beaucoup de choses parce que, comme on le dit assez souvent, l'hypertension artérielle pulmonaire au niveau intrinsèque artériolaire, ça ressemble un peu à du process tumoral in situ. Donc, c'est un peu les mêmes recherches, hein, les immunomodulateurs, la thérapie génique, les fameuses lymphocytes T, les T-CAR cells. On peut imaginer qu'aller gratter des cellules endothéliales très malades, les mettre en culture avec des lymphocytes qui vont reconnaître la pathologie de ces cellules et aller injecter ces cellules sensibilisées après dans l'organisme, ben peut-être qu'on saura traiter cette hypertension pulmonaire. Et puis surtout, peut-être que par chance, un jour, on comprendra quelle est
le mécanisme déclencheur de cette hypertension pulmonaire, et peut-être que c'est une protéine qui s'infile dans le gène, ou peut-être que c'est un virus, ou peut-être que c'est comme l'ulcère de l'estomac, une espèce de petite bactérie qui vient entraîner un mécanisme qui s'auto-entretient. Et j'espère que dans très peu de temps, eh bien, on comprendra la cause de l'hypertension pour pouvoir enfin la traiter. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait que du traitement symptomatique. On trouve que cette protéine est surexprimée, donc on va essayer de la sous-exprimer. On trouve que cette cellule, elle libère trop de facteurs de croissance, on va agir sur ce facteur de croissance, mais comme on ne sait pas quelle est la vraie cause de la maladie, ben malheureusement, tant qu'on n'aura pas cette cause, on ne saura pas traiter l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, conclusion, toujours raisonner et repartir de la physiologie pour comprendre la physiopathologie, les développements thérapeutiques qui sont en cours, et j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir dans l'avenir proche. On a prolongé la survie de ces patients et on les inscrit beaucoup moins sur liste grâce aux POTS, mais malheureusement, on ne sait pas du tout les traiter aujourd'hui, et ils n'ont pas une qualité de vie non plus magnifique, parce que quand ils sont sous trithérapie, il y a quand même beaucoup d'effets secondaires. Il y a la tolérance locale ou l'intolérance locale au traitement, et puis surtout, ils ont cette épée de Damoclès parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ont une maladie incurable extrêmement grave. Donc voilà, on espère beaucoup, beaucoup dans nouvelle génération dont vous faites partie pour nous trouver ce fichu traitement de l'hypertension pulmonaire. Je vous laisse mon mail si vous avez des questions, et je sors j'aimerais sortir de là pour pouvoir retrouver. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à arrêter le diaporama? Voilà. Pour voir si vous avez des questions ou si. Alors, on me demande pourquoi MVO, ok. Ensuite, quelle est la physiopathologie de l'hypertension portale? C'est très difficile. Il y a les chaînes porto-caves. L'hypertension portale, il y a deux types. Il y a de l'hyperdébit et il y a, on ne sait pas très bien en fait. C'est pas une maladie qu'on comprend bien. En tout cas, moi, on a beau essayer de me l'expliquer, à chaque fois, j'en parle avec le spécialiste à Bicêtre, et malgré toutes ces explications, je trouve qu'il y a une incompréhension. Ce qu'on sait, c'est que l'hypertension portale, parfois, quand on supprime les chaînes porto-caves, ils peuvent, mais le plus souvent, ils ne guérissent pas de l'hypertension pulmonaire, mais peut-être que ça limite. Et quand on transplante le foie, bien souvent, on est obligé de transplanter foie-cœur. Mais j'ai pas trop d'explications ni de. Alors, est-ce qu'il y a une supériorité des prostacyclines IV versus inhalées? Oui, indiscutablement. Les prostacyclines inhalées chez l'enfant, on les donne très peu. Alors, il y en a qui ont une grande expérience de ça. Moi, je trouve que c'est très contraignant. Il y a pas mal de bronchospasmes avec les prostacyclines inhalées. Et il faut quand même faire 4 à 6 inhalations par jour. Alors certes, c'est peut-être moins contraignant qu'avoir une pompe de prostacycline, hein, de tréprostinil, mais quand le tréprostinil est bien toléré, franchement, c'est comme une pompe à insuline, hein, et quand c'est bien toléré, ils ont ça en permanence, ils peuvent le débrancher tous les jours entre 20 et 40 minutes pour prendre leur douche, pour aller à la piscine s'ils ont envie. Et c'est, voilà, ils n'ont pas à faire un truc 6 fois par jour, quoi. Mais après, c'est très équipe dépendante, hein. Il y a des équipes qui aiment beaucoup la porminalée. Moi, je trouve que la sous-cute, ils ont quand c'est bien initié, quand c'est vraiment bien initié, parce qu'il faut vraiment que ce soit fait par des centres qui ont bien l'habitude, parce que sinon, ça peut être un échec terrible. Il y a plein de petits trucs pour que l'initiation du tréprostinil se passe bien. Y a-t-il une différence entre HTAP fixé versus irréversible? Non, c'est pareil. Cardiopathie chronique avec HTAP fixé, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas la question là. Oui, ça, la question, c'était là, ce que vous avez l'air de dire, typiquement, dans les cardiopathies gauches, chez l'adulte, eh ben, on peut voir des cardiopathies qui vont présenter une HTAP précapillaire par le mécanisme que vous décrivez, mais typiquement, qu'on ne peut pas mettre à la transplantation. Qu'on peut pas mettre à la transplantation cardiaque pour des raisons des résistances vasculaires pulmonaires.
Mhm. et on va les mettre sous LVAD pendant 6 mois, un an, pour que justement ces résistances diminuent. Euh, Absolument. Et là, alors attention, parce que c'est pas de l'HTAP fixé, justement, c'est de l'HTAP non fixé, puisqu'elle est post-capillaire. Mais il y a quand même une part, il y a quand même une part précapillaire dans ces, quand on les met au cathétérisme. Enfin, nous, Bah, il y a une part précapillaire, en fait, je pense que cette part précapillaire, elle est difficile à évaluer, parce que s'il régresse sous LVAD, c'est que c'était pas précapillaire et que c'était pas fixé. ouais, mais typiquement, là, on voit que, enfin, avec les exemples récents, par exemple, alors c'est pas ce que ça vaut encore, mais avec les cœurs artificiels totaux, on arrive à voir l'évolution des résistances au fur et à mesure des mois, des résistances artérielles pulmonaires au fur et à mesure des mois, avec des pressions qui sont normales, totalement normales à gauche, on a encore des pressions élevées à droite qui vont progressivement diminuer sur les mois à venir. Donc, voilà, je savais pas Mais dans ils vont, quel stade. mais ils vont diminuer. Elles vont diminuer progressivement, mais très progressivement, très lentement. Mais à partir du moment où ça diminue, c'est que ça ne peut pas être fixé. Ce que j'appelle l'HTAP D'accord. fixé, ça veut dire c'est les lésions artériolaires que je vous ai montrées où il y a de la fibrose intimale Ok. et ça ne peut pas récupérer ça. Ça Ok, prolifère, d'accord. ça continue de proliférer pour son propre compte. Et à ce moment-là, ces patients-là, c'est ceux pour lesquels vous avez des résistances très élevées et jamais elles vont baisser ces résistances. Elles ne vont Ok. faire que se majorer. Ok, ouais. Donc c'est D'accord? un abus de langage des adultes, quoi, on va dire, le fixer. Absolument. Ouais, ok. Exactement. C'est un abus de langage. Merci beaucoup. Bien. Quel est le mécanisme d'HTAP? Alors attends, quel est le mécanisme d'HTAP dans le cadre d'interruption du ductus venosus en anténatal? C'est pas le ductus venosus. Attention, hein, il y a le ductus venosus et le ductus arteriosus. Il n'y a pas de confusion là? On parle de Laurentius. Justine qui pose cette question. Venosus, d'accord. Donc, en cas de ductus, quand c'est ce qu'on appelle l'agénésie de Laurentius, la génésie de Laurentius, il va y avoir un hyperdébit, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une veine cave extrêmement dilatée, et en fait, c'est de la défaillance cardiaque droite. Donc, il y a de l'HTAP parce qu'il y a eu, in utero, c'est le VD qui travaille plus. Et là, on se retrouve en surcharge de volume VD, donc il y a plus de sang qui va dans la paix, et en général, ce sont des patients qui font de la défaillance droite. Mais une fois qu'après la naissance, ça va régresser complètement, puisque Laurentius, il est destiné à disparaître. Mais en anténatal, quand il y a des agénésies d'Arrhenius, ce qu'on voit, nous, c'est de la défaillance droite et des cavités droites très dilatées. Et effectivement, du coup, il y a probablement un débit qui est modifié et dans le secteur pulmonaire et dans le secteur du canal. Mais dans mon expérience, ils guérissent tous après. Sauf si c'est associé à des anomalies hépatiques et de fistules intrahépatiques, ce qui peut arriver aussi, parce que souvent, quand ils ont ces maladies des veines, ça peut être des maladies plus générales. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Quel est le mécanisme d'HTAP? Non, c'est pas ça. J'ai le riociguat. Alors, le riociguat, nous, on n'a pas une très bonne expérience du riociguat. On l'utilise très peu parce que les quelques fois où on l'a utilisé, ça a été très mal toléré. Donc, on choisit toujours sildenafil versus riociguat, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous écoute ou sinon, on va vaquer à nos occupations chacun.